Alors, bonsoir à toutes et tous. Alors, c'est vraiment un honneur de terminer la présentation de ce soir parce qu'on en a eu vraiment de très grande qualité. Et juste, c'était assez amusant que Renaud nous faisait revenir en arrière un petit peu à l'ère de ces fameux téléphones à clapper. Donc, première question, qui parmi vous n'a pas de smartphone? Ah, j'ai une personne au fond. Félicitations, il ne faut rien changer. Voilà. Ah, deux, ben c'est parfait. Donc ça, c'est vraiment le point que je dis toujours. Ces personnes-là, c'est vraiment des pépites. Ne changez rien. Maintenant, dans les 18 minutes qui restent, là, sur l'ensemble des autres personnes, j'aimerais vous mettre au défi d'enlever la batterie de votre téléphone pendant mon talk. Donc, alors, pas trop d'enthousiasme. Si vous commencez à attaquer la batterie avec des clés, le lithium, c'est particulièrement inflammable, ça viendra exploser. Et malheureusement, on ne pourrait pas traiter du sujet que je vais essayer d'exposer, à savoir comment le modèle coopératif doit faire face aux enjeux de l'Anthropocène. Donc, avant de m'intéresser à ces questions, j'étais chimiste organicien. Donc, alors, concrètement, un chimiste organicien, c'est quelqu'un qui transforme le pétrole pour le valoriser en des produits en forte valeur ajoutée, tels que des polymères, des produits pharmaceutiques, du béton, enfin, il y a un très grand nombre. Le pétrole, il est partout. Le chimiste organicien, c'est celui qui joue au Lego et qui fait la cuisine avec. Donc moi, j'étais particulièrement épanoui dans cette branche professionnelle parce que ça mettait à profit ma créativité. À l'époque, j'étais déjà quand même conscient des enjeux environnementaux, mais j'avais plutôt tendance à les mettre sous le tapis parce que je considérais qu'on allait dans le mur et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire et que, quitte à y être, autant m'épanouir dans mon travail. Donc c'était un petit peu mon mindset à l'époque, pour ainsi dire. Et puis j'ai eu la chance de voir le documentaire Demain. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu dans la salle. Ce film-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il met en lumière un très grand nombre de solutions. Pas dans une approche, on va sauver le monde, regardez, elles sont là, c'est facile. C'est pas vraiment ce message-là que j'ai retenu du film. Moi, ce que j'ai retenu du film, c'est des gens à l'écran qui s'épanouissaient par l'action. C'est des gens qui s'épanouissaient par leur action qui était en lien avec leurs préoccupations. Et ça, c'est profondément communicatif, quoi. C'est contagieux à souhait. Et moi, ça m'a fait prendre un braquet assez drastique. Et donc, ce qui m'a un peu titillé en tant que scientifique, c'est que le début de cette étude-là, le début de ce film-là, pardon, c'est qu'il nous explique que l'humanité pourrait venir à disparaître avant la fin du siècle. Donc ça, en tant que scientifique, ça me titille un peu, et donc je vais voir l'étude en question, et petit à petit, j'en viens à découvrir les notions relatives à l'Anthropocène. Donc l'Anthropocène, c'est un nouvel âge géologique dans lequel l'humain serait rentré depuis à peu près le début du XVIIIe siècle. En fait, on considère que de par les activités humaines, on a été capable de modifier la biosphère et la lithosphère, la première couche géologique. Et donc, en tant qu'espèce, nous sommes devenus une force géologique. Donc ça, c'est la classe. Franchement, on est vraiment, vraiment sacrément balèze. Et donc, pour illustrer ça, rien de tel qu'une mine de lignite en Allemagne, qui, en l'occurrence, celle-ci fait à peu près la superficie de Lyon. Et donc, ça illustre parfaitement le fait qu'on creuse d'un côté pour produire de l'énergie et accessoirement du CO2, puisque la lignite, ce n'est ni plus ni moins que du charbon. Donc l'Anthropocène, il va devoir faire face à un très grand nombre d'enjeux, je pourrais en parler 4 heures, et donc il va falloir faire des choix. Et donc je vais essayer de me focaliser sur 2 d'entre eux principaux, à savoir le premier, le réchauffement climatique, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un certain nombre de COP21, de COP, dont la plus connue était la COP21, qui a vu pour la première fois au niveau international un très grand nombre d'acteurs coopérer pour atteindre un consensus qui était, ben ouais, il y a une urgence. Donc c'est bien, on a statué de ce consensus-là, et on est parti sur l'idée de respecter une trajectoire de 2 degrés, voire 1,5, si c'était possible. Et donc l'année de la COP21, il y a eu un très grand nombre d'articles scientifiques, dont celui-ci, qui est paru dans la revue Nature, qui est quand même pas une petite revue, hein, soyons clairs. Et ils ont essayé d'évaluer la quantité de gaz à effet de serre potentiel qu'il y avait dans les réserves en énergie fossile dans le sol. C'est assez énorme ce qu'on a en stock. Et donc, pour respecter les accords de Paris et la trajectoire de degrés, ils ont établi qu'en fait, il fallait laisser dans le sol 80% du charbon, 50% du pétrole et 30% du gaz sous toutes ses formes. C'est-à-dire que le gaz de schiste ou le gaz naturel, quand on le brûle, ça fait du CO2. Parce que ça reste du méthane, initialement. Donc cette revue, elle a quand même fait pas mal parler. Et ça, c'était en 2015. Voilà. La même année que la COP21.
qu'est-ce qu'on constate après ce warning des scientifiques dont à l'époque, je me sentais concerné puisque je travaillais avec le pétrole, hein, soyons clairs. Et donc, j'avais entendu parler de ce fameux pic pétrolier et de tous les enjeux qui étaient associés. Mais après cette annonce-là, qu'est-ce qu'on constate depuis ? On constate qu'au niveau des investissements, on a de cesse d'investir dans les énergies fossiles au niveau mondial. Donc là, vous avez c'est un consortium d'associations qui établit chaque année des évaluations des investissements dans le secteur. Et on constate qu'on a à peu près 600 000 milliards d'investissements dans les énergies fossiles qui ont été faits à l'horizon 2016. Et là, on en est à peu près à 650 000 milliards d'investissements dans les énergies fossiles. Donc forcément, quand on voit ce taux d'investissement et les trajectoires qu'on est censé respecter, on arrive rapidement à la conclusion qu'on n'est pas sur la bonne pente. Et donc ça, effectivement, c'est défoncer une porte ouverte, mais ça a été traduit récemment, à savoir au mois de septembre. Non, nous ne sommes pas dans la bonne direction. Puisqu'effectivement, on a le CEA, le CNRS et Météo France qui travaillent en collaboration et en coopération avec le GIEC, qui nous ont fait un super graphique avec plusieurs scénarios possibles, dont un en rouge, qui explique que si on reste sur un modèle de croissance soutenue aux énergies fossiles, on s'oriente vers une trajectoire plus 7 degrés. Alors plus 7 degrés dans la pièce ici, autant vous dire que c'est plutôt agréable puisqu'il fait un peu frais, donc ça serait mieux. Mais alors plus 7 degrés au niveau du climat, c'est de la science-fiction. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Enfin, on a des idées, mais elles ne sont pas très glorieuses, soyons clairs. C'est vraiment de la science-fiction assez hallucinante. Donc en vert, là, vous avez la trajectoire plus 1,5 degrés, qui est vraiment primordiale à essayer de respecter. Pour vous donner une idée pourquoi en fait on essaye de respecter cette trajectoire de degrés, il se trouve qu'au-delà de 2 degrés, il y a plein d'incertitudes et c'est très compliqué de modéliser les choses. C'est pour ça que le GIEC, dans son dernier rapport, a fait la différence entre 1,5 et 2. Et déjà, il y a des différences et des conséquences énormes. Au-delà de 2, par exemple, on n'est pas certain que la photosynthèse elle puisse continuer de manière optimum. Donc on n'est pas certain que les arbres vont continuer à séquestrer du CO2. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant. Et puis après, au niveau des projections qui peuvent être faites par vraiment des scientifiques, là on a un article qui est paru dans The Guardian en mai, qui estimait que la planète à 4 degrés, elle pourrait simplement être habitable par 1 milliard de personnes. Donc on est 9 milliards aujourd'hui, on nous promet 11 milliards en 2100. À un moment donné, il va falloir faire des maths et ça va être compliqué. Donc, l'autre enjeu de l'Anthropocène, c'est notre surdépendance aux ressources. Aujourd'hui, on consomme chaque année plus de ressources que la planète est censée pouvoir donner. Donc ici, vous avez sur ce graphique ce qu'on appelle le jour du dépassement. C'est le jour où un individu sur la planète il consomme plus de ressources qu'on est censé avoir. Donc si vous habitez au Qatar, dès le mois de février, vous avez cramé et vous êtes en crédit écologique. Voilà, vous êtes à découvert. Si vous êtes en France, c'est au mois de mai, donc c'est un peu mieux. Forcément, si vous habitez à Cuba, eh bien, à partir de là, c'est au mois de décembre que vous commencez à être à découvert. Donc ça nous fait vraiment prendre conscience de notre dépendance en ressources et du fait qu'aujourd'hui, notre société, elle est un peu positionnée sur une espèce de bulle spéculative de ressources. Donc ça, c'est l'enjeu des ressources. Donc, en résumé, pour dresser juste 2 enjeux, on a d'un côté les crises climatiques à venir et d'un autre les pénuries de ressources. Le tout dans une société qui aujourd'hui est baignée dans un dogme de la compétition. Que ce soit par la culture avec les films hollywoodiens, le libéralisme sans aucune limite, on va avoir tout ce qui va être même de l'ordre de l'éducation. Noter les personnes, la culture du sport, que le meilleur gagne. Tous ces schémas de pensée-là nous font croire qu'on est forcément obligé d'évoluer par la compétition. Or, essayer de raisonner et de résoudre les crises qu'on a en face là, juste avec le prisme de la compétition, autant vous dire que ça va être sportif. Donc forcément, là en découle un schéma logique, il faut maximiser la coopération, maximiser la résilience des territoires, des personnes, des écosystèmes. Donc on va avoir la résilience, c'est la capacité d'un système à retrouver un état fonctionnel après une crise, même si cet état-là est différent du premier. Et bien sûr, il faut qu'on puisse viser une juste redistribution des ressources. Donc moi, à ce niveau, en tant que chimiste, j'aurais pu me dire, ok, je vais pas aller vers la chimie verte, parce que c'est un enjeu, ça existe. Hein. Il y a des gens qui essayent de trouver des substituts au pétrole, c'est hyper intéressant.
Mais j'avais atteint un certain point de non-retour et je voulais trouver une thématique qui puisse associer coopération, résilience et juste redistribution des ressources. Et il se trouve que dans la nature, il y a un truc qui s'appelle la forêt, et c'est quand même une sacrée innovation, hein, là, des millions d'années d'R&D pour aboutir à un système ultra résilient basé sur la coopération de ses membres. Pourquoi ? Les arbres entre eux sont capables de communiquer de façon horizontale par leurs réseaux racinaires qui sont connectés avec des champignons. Une attaque de ravageurs à l'orée de la forêt, les arbres communiquent à leurs congénères au cœur de la forêt qu'il va falloir se préparer et commencent à produire des substances chimiques répulsives. Un arbre séculaire qui voit pousser une jeune pousse dans son champ de vision, à proximité, autant pour moi, vous voyez, je les personnifie, hein, mais on y reviendra là-dessus sur l'anthropocentrisme après, il va lui donner des nutriments par ses racines. Donc ça, c'est vraiment un excellent modèle dont on pourrait essayer de s'inspirer, et il se trouve que l'humanité a développé quelque chose de relativement proche, mais pas aussi abouti, à savoir le web. Puisque que fait le web, en fait, c'est qu'il permet de relier les personnes, d'accéder à la connaissance, d'horizontaliser l'accès à la connaissance. Donc on est sur des approches d'autonomisation des personnes, des territoires. Donc on a un gain de résilience. On voit des mouvements citoyens émerger grâce à cet outil-là. Donc c'est vraiment un outil qui pourrait être fabuleux par rapport aux crises auxquelles on est susceptible de faire face. Le problème, c'est que cet outil, il est basé sur des pieds d'argile, puisque lui aussi, il est très vorace en ressources. Pourquoi il est aussi fragile ? Eh bien, il est fragile parce qu'il est basé sur un modèle linéaire. On surexploite des ressources d'un côté, on crée des déchets de l'autre, avec un ensemble d'externalités négatives assez impressionnantes tout au long de la chaîne de valeur. Des mines d'or en République démocratique du Congo qui sont détenues par des milices armées, aux décharges à ciel ouvert du Ghana, où ce sont des enfants qui vont aller essayer de récolter le cuivre et l'or dans les cendres fumantes des ordinateurs qu'ils brûlent à l'air libre. On va également évoquer les conditions de travail dans les unités d'assemblage, qui ne sont pas des plus glorieuses. Et puis également, on va parler de ce fameux mot qui est un peu à la mode en ce moment, qui traite de l'obsolescence programmée. C'est pour ça que je vous avais essayé de vous demander en introduction d'enlever la batterie de votre téléphone. A priori, je n'ai pas vu d'explosion et je n'ai pas vu de batterie en l'air, même si je ne vous l'avais pas demandé initialement, qui aurait pu mentionner une réussite quelconque de votre part. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'obsolescence hardware. On peut parler aussi d'obsolescence marketing, parce que sur un schéma linéaire, il faut pouvoir continuer à vendre pour générer du cash, et on est déjà tous suréquipés. Donc on va trouver des innovations. Là, on a un fabuleux téléphone pliable maintenant, vous voyez. À 2020 €, vous avez un téléphone qui se plie. Peut-être que bientôt, il va faire des gaufres. Ça pourrait être bien. Enfin, non, mais c'est assez incroyable le niveau de stupidité, pardonnez-moi le terme, qu'on est capable de développer pour toujours continuer à croître. Ça, c'est le premier point. Au niveau des usagers, on va avoir un problème de rétention. Puisque les gens, c'est un peu leur doudou le smartphone aujourd'hui, on a un peu tendance à le garder au cas où il se passerait un truc, même s'il est encore fonctionnel, on le laisse dans un tiroir, et s'il ne l'est plus, on peut aussi le laisser dans un tiroir. Et puis des fois on le donne, on le jette à un endroit, et comme au niveau mondial, on a seulement 20% des déchets qui sont correctement retraités, ça pose des soucis de traçabilité. Donc partant de ce constat, avec mes associés, on a décidé de créer la coopérative Common. Et la coopérative Common, on a une vision qui est assez radicale, comme vous pouvez un peu le constater. Et pour nous, l'électronique responsable demain, c'est un habitat partagé ou une coopérative d'habitation. C'est trop cool, parce que ça, je n'avais pas du tout prévu, typiquement. Et en fait, en général, quand je présente cette vision, je vais la faire jusqu'au bout, c'est en gros, un habitat partagé, 10 familles, 3 ordinateurs, c'est tout. Un smartphone éventuellement pour l'accès à la mobilité, et c'est tout, quoi. Et en général, quand je dis ça, je dis, ouais, non mais clairement, ce projet, autant dire qu'il ne provoque pas trop l'adhésion des gens. Et là, moi, je vois directement presque un POC, pour ainsi dire, impossible, puisqu'on pourrait clairement mettre en œuvre, essayer de mettre en œuvre cette vision sur une coopérative d'habitation. Enfin bon, moi, c'est un petit kiff perso, voilà. Et donc, ça, c'était notre vision initiale. Et aujourd'hui, force est de constater que même si on peut faire des preuves de concept en coopérant, c'est pas demain la veille qu'on va peut-être être capable de généraliser ce modèle. Et donc, pour tendre vers ce modèle-là, dans un premier temps, il faut essayer de circulariser le secteur. Alors, autant dire qu'il y a du travail. Et pour ça, il faut qu'on se base sur 3 piliers selon nous. Le premier,
c'est de mettre en avant des produits plus durables, plus réparables. Donc ça, c'est notamment le cas d'un de nos produits phares qui est le Fairphone, sur lequel, typiquement, je peux enlever la batterie en parlant, si tant est que je regarde un petit peu ce que je fais. Voilà, là, j'ai enlevé la batterie. Je pourrais faire l'écran également en 10 secondes, mais c'est un tout petit peu plus audacieux et je perdrai du temps, mais j'en ai vraiment pour 10 secondes en général. Ensuite, on va se baser sur un modèle économique qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, c'est un modèle où on place d'un côté les producteurs et les usagers dans un service et non plus dans une possession ou une vente. Notre coopérative reste propriétaire des matériels qu'on met en circulation. Donc ces matériels-là représentent un bien commun, c'est le bien commun de notre coopérative. Et forcément, c'est nos actifs immobilisés. Donc on aura tout intérêt à les prolonger le plus longtemps possible en circulation. Si tant est qu'ils nous reviennent endommagés, on ne va pas les envoyer à la déchetterie puisque c'est le recyclage dans l'électronique, ça marche très mal aujourd'hui. Donc on va commencer par récupérer la caméra, le micro, pour réparer notre appareil. Ainsi, on considère la flotte d'appareils comme un réservoir de pièces détachées qui permet d'augmenter la résilience intrinsèque de la flotte. Donc ça, c'est pour la circularisation du secteur. On s'adresse, si je reviens juste sur la slide d'avant, aux particuliers comme aux professionnels. Et moi, à titre personnel, je ne me serais jamais engagé dans un projet pareil si c'était pour monter une start-up en mode retour sur investissement dithyrambique à l'année plus 5 avec une entrée en bourse. Ça, soyons clairs, ou je serais resté dans mon laboratoire de chimie. Mais il se trouve que mon ami d'enfance qui m'a proposé de m'associer à ce projet-là, dès le départ, son idée, c'était de faire une SIC. Donc on a fait 2 ans en association préfigurative d'une SIC, dans cette perspective, parce que ce statut-là, il permet de fédérer tout un très grand nombre d'acteurs autour d'un projet commun. On peut y inclure des collectivités, on peut y inclure des producteurs de produits électroniques, des clients, bien entendu, c'est nos bénéficiaires, ils sont sociétaires, les dirigeants salariés, je les mentionne pas, des partenaires de communication. Tous ces acteurs-là qui, autour d'une même vision, vont se rassembler pour aller dans le même sens. Après, j'ai entendu les difficultés de susciter l'intérêt des sociétaires. On y est déjà confronté après 2 ans, mais là, pour le coup, on va mettre un max d'efforts là-dessus. Les 2 premières assemblées générales, on a fait des assemblées générales en ligne avec des outils de vote en ligne pour que les personnes puissent voter les ordres du jour, etc. Le problème, c'est qu'on était encore trop dans une approche descendante. Donc on aimerait pouvoir très rapidement proposer des ordres du jour co-construits. Les excédents, si tant est qu'on ne mette pas 100% dans les réserves impartageables, on pourrait décider avec nos bénéficiaires si d'une part on ne diminue pas les mensualités, ou on pourrait investir dans de la R&D low-tech pour construire des ordinateurs éco-conçus qui seraient ensuite exploités dans des coopératives d'habitation, gérer ces ordinateurs-là par des coopératives locales. Donc toutes ces décisions-là, on pourra les prendre avec les acteurs qu'on va regrouper autour de notre coopérative. Donc ces statuts-là, vraiment, ils étaient très chers pour nous dès le départ. Ensuite, dans notre coopérative, on a, sur notre site web, vous avez 2 colonnes sur la page Qui sommes-nous ? Cohérence, incohérence. Parce que notre modèle, il n'est pas parfait, il faut le reconnaître. Mettre en circulation des produits aussi fers soient-ils, c'est consommateur de ressources et c'est pas suffisamment soutenable par rapport aux perspectives que j'ai énoncées au départ. Donc, il est toujours bon de reconnaître les limites de son modèle. Donc là, je ne vais pas vous énumérer la liste des cohérences parce que c'est quand même assez facile de se vanter. Je vais plutôt vous raconter 2 petites incohérences qu'on a. On parle d'éco-conception. Aujourd'hui, notre site, il n'est pas parfaitement éco-conçu. C'est-à-dire qu'il est trop énergivore. Donc ça, c'est quand même un comble. On met en avant les logiciels libres d'un côté sur nos flottes d'appareils. D'un autre, on va utiliser Google Analytics pour gérer le trafic sur notre site web. Alors, on a des pistes pour améliorer tout ça, bien entendu. Mais l'avantage d'inscrire noir sur blanc nos incohérences, c'est d'avoir une feuille de route pour travailler dessus, en fait. Donc, pour nous, la cohérence est gage de confiance, l'incohérence est gage de transparence. Et selon nous, toutes les décisions stratégiques que l'on devrait prendre dans une coopérative, elles devraient toujours être cloisonnées selon ces deux colonnes. Donc, en conclusion, avant de partir sur ma conclusion que j'avais prévue, j'aimerais faire un tout petit contre-pied par rapport à votre propos introductif, si vous le permettez, monsieur Roux, qui disait de faire preuve, pour une fois, de ne pas faire preuve d'humilité. Et moi, en fait, je constate que l'humanité au sens large devrait faire beaucoup
plus preuve d'humilité que ça en fait. Parce que dans l'économie sociale et solidaire, il y a des valeurs qui sont très fortes et on parle souvent de remettre l'homme avec un grand H au centre. C'est vrai que c'est important, c'est un premier pas qui est important à mettre en avant sur la coopération, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que mettre l'homme au centre, si on le pousse un peu trop à l'extrême, ça nous conduit à des effets délétères qui sont associés à l'anthropocentrisme. C'est ce qui conduit aujourd'hui le fait que l'humanité n'a que faire des autres formes de vie et qui risque d'entraîner dans sa chute l'ensemble des formes de vie sur Terre. Donc, pour repartir un petit peu sur la conclusion que j'avais prévue, comme vous l'avez constaté, je suis parti du postulat que la société, elle a été vraiment perclue par ce qu'on pourrait appeler le dogme de la compétition. Et ça, c'est très paradoxal, parce qu'en fait, l'homme, il est profondément coopératif. C'est dans sa nature, en fait. Et cette coopération, c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Parce que si vous réfléchissez un petit peu à l'état dans lequel on se trouve, eh bien, ça vient d'une faculté de coopération qu'aucune autre espèce a pu mettre en œuvre. On a été capable de structurer des modèles économiques, des infrastructures au niveau mondial. Si un citoyen du Qatar, il est capable de vivre à crédit à partir du mois de février, c'est par la coopération, c'est parce qu'il est capable de faire venir des denrées qui poussent sur l'ensemble de la planète. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que cette richesse-là, le fruit de cette richesse-là, il est profondément inégalitaire et il se fait au détriment de l'environnement. Donc, selon moi, le modèle coopératif, il devrait montrer la voie et clamer haut et fort ce que devrait être l'exploitation de cette richesse qu'a notre espèce. Et on devrait tendre vers une société soutenable où la préservation des communs et l'intérêt collectif devraient primer devant toute autre forme de profit. Je vous remercie pour votre attention.